de ce symposium. L'idée de ce petit temps d'échange, c'est de partager l'expérience de l'équipe d'Amiens qui a mis en place une équipe et une structure pour s'occuper des patients qui présentent une hydrocéphalie à pression normale idiopathique, pour optimiser un petit peu les diagnostics et la prise en charge. Et je crois que ça peut bouleverser la prise en charge des patients, d'où le titre du symposium. Alors l'équipe d'Amiens, nous avons deux fiers représentants. Pour les neurochirurgiens, c'est Cyril Capel qui est avec nous. Il y a aussi Johan Pelletier qui est impliqué dans le projet. Et puis l'originalité importante, je pense, de la prise en charge de l'hydrocéphalie, c'est d'impliquer des gériatres. Et c'est le docteur Julien Moyer qui va prendre la parole aujourd'hui. Il y a aussi le professeur Bloch qui est impliqué dans la prise en charge des patients à Amiens. Il y a aussi bien sûr les imageurs, alors que ce soit les imageurs physiologistes comme Olivier Balédan ou radiologues comme Serge Métambou, qui font aussi partie de l'équipe. Vous verrez au fur et à mesure les autres personnes qui peuvent s'impliquer là-dedans. Pour situer un petit peu le sujet, on a commencé en vous présentant quelques cas cliniques de patients. C'est pas une grosse surprise, le diagnostic, on va probablement s'orienter vers des problèmes d'hydrocéphalie, mais la présentation peut être un petit peu atypique. Donc je vous propose qu'on regarde ça d'un petit peu plus près. On va commencer par notre première patiente qui s'appelle Simone, 78 ans, que va nous présenter le docteur Moyer. Alors bonjour, bon appétit. Pendant qu'il y en a qui mangent, d'autres bossent un peu. Voici donc moi c'est Julien Moyer, le gériatre. Et donc voici une jeune femme, Simone, 78 ans, qui consulte souvent aux urgences pour des chutes à répétition. Parce que moi j'interviens beaucoup aux urgences du fait de ma pratique. Chute à répétition avec problématique de stase au sol prolongé, qui est quand même un facteur de mortalité importante chez la personne âgée. Et cette dame, elle a un contexte quand même vasculaire très important. Déjà, elle est diabétique, difficilement équilibrée, l'insuline avec quelques complications, que ce soit rénale. Elle est aussi très vasculaire sur le plan coronarien qui a été stenté, aussi au niveau des membres inférieurs. Et il y aurait, selon elle, un syndrome lacunaire, c'est-à-dire qu'elle aurait fait des petits AVC. Et donc, quand elle vient, elle a une marche qu'on va étiqueter astasique, c'est-à-dire avoir du mal à lancer, initier le pas, avec une vitesse de marche et une longueur de pas qui sont diminuées. Et on a ce qu'on appelle un degré de sarcopénie, donc c'est une perte de la force musculaire qu'on calcule avec le score SPPV que vous avez sur la droite. Donc c'est simple, c'est premier, vous faites un test d'équilibre. Donc c'est debout, les pieds joints, après c'est semi-tandem, et puis après tandem. Ensuite, vous avez le test de vitesse de marche que vous faites sur 4 mètres, vous le faites à deux reprises. Puis après, vous passez au test de levée de chaise. Donc là, je pourrais vous le montrer. Donc, le test de levée de chaise. Et voilà. Et donc ça va vous permettre de voir un peu votre force musculaire, d'évaluer la force musculaire globale, c'est-à-dire au niveau abdominal, au niveau des dorsaux et au niveau aussi du quadriceps et notamment du vaste interne, car quelqu'un qui est sarcopénique, on le voit aussi tout simplement en voyant un patient sur une table, vous regardez l'intérieur des cuisses et le vaste interne. Si c'est amyotrophié, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau musculaire. Et donc on va voir un peu la marche de cette dame en vidéo. Donc vous voyez ici, là, c'est une dame qui a eu du mal à initier son pas. Le pas, il est plutôt irrégulier, avec le pied droit qui part vraiment sur la droite, aussi plutôt sur la droite. Et cette dame, elle compense aussi au niveau de son bassin. Il y a une oscillation du bassin, qui dans ce contexte-là, elle est diabétique, donc neuropathie diabétique peut-être. Aussi, les problèmes lacunaires cérébelleux. Et vous voyez aussi, elle s'est retournée, quand elle s'est retournée, on lui a donné l'indication de se retourner, elle s'est arrêtée, donc aussi des troubles au niveau de la double tâche. Et vous voyez aussi, donc elle a compensé aussi, on voyait que le ballon des bras était plutôt conservé. Et vous avez les deux points blancs, ce sont les capteurs de marche qu'on utilise pour analyser tout ce qui est longueur du pas, la vitesse, l'oscillation et la définition du pas avec notamment le double appui. C'est une marche qui n'est pas normale, mais que vous n'auriez peut-être pas systématiquement
associée directement à l'hydrocéphalie à pression normale. Un deuxième patient, 80 ans, un monsieur avec un assez bon niveau, un syndrome d'apnée du sommeil et un problème de prostate. Et ça fait 5 ans qu'il a des symptômes qui s'installent petit à petit, avec des embardées à la marche. Ça s'aggrave, il y a des chutes, avec petit à petit une réduction de son périmètre de marche, à la fois parce qu'il a plus de mal à marcher et parce qu'il s'empêche de le faire en raison de ses inquiétudes. En même temps, se sont installées des urgences mictionnelles sans fuite. Il a été exploré à plusieurs reprises, hospitalisé en neurologie il y a 5 ans, il y a 3 ans, avec plusieurs examens, EMG montrant une polyneuropathie, mais rien de bien suffisamment étendu pour expliquer les symptômes, un DAT-scan, une IRM-DOPA pour explorer une composante extrapyramidale qui revienne négative. Quelqu'un a évoqué une ponction lombaire, une hydrocéphalie, pardon, et 3 ponctions lombaires ont été réalisées, n'apportant aucun bénéfice clinique. Donc on en est là du diagnostic. Je vous montre sa marche. Donc le début, ça ressemble assez bien à une marche d'HPN avec un monsieur qui marche à petits pas, un élargissement du polygone de sustentation. Et là, soudain, quelque chose qui fait plutôt extrapyramidal avec un freezing, une impossibilité d'avancer. Ce qui est très anxiogène pour les patients, c'est le moment où ils ont peur de tomber, ce qui les empêche encore plus d'avancer et qui augmente encore davantage le risque de chute. Donc cette caractéristique, c'est quelque chose qu'on voit dans l'HPN. C'est pas parce qu'un patient a un freezing que c'est un diagnostic différentiel et qu'il ne faut pas se poser la question d'une éventuelle hydrocéphalie associée. Je crois qu'il redémarre. Ah, c'est pas facile. On va vous montrer ensuite un 3e cas. On y reviendra à la fin pour vous expliquer la fin de l'histoire de ces patients-là. Et donc le 3e cas, il s'agit de Claude, qui a beaucoup d'antécédents cardiaques, pulmonaires, avec une PPCO de stade 2, un syndrome métabolique, une obésité, et des lombalgies chroniques. Il a un syndrome anxio-dépressif. Avec les lombalgies, tout est un petit peu majoré d'ailleurs, puisque les lombalgies, on en a beaucoup entendu parler sur la première consultation, et des troubles de la marche. Alors cette marche, on va la voir juste après, mais avant ça, on a été frappé également par un ralentissement idéomoteur. L'ensemble de ces activités prenait beaucoup de temps. Une diminution de l'affluence également. On a retrouvé une sarcopénie et une marche qu'on va décrire juste après comme étant plutôt magnétique avec une bradykinésie. Donc, il marche déjà en se tenant à la rampe. Il marche en se tenant à la rampe avec une hauteur du pas qui n'est pas forcément extrêmement altérée, mais c'est surtout la cinétique et la longueur du pas qui va l'être. Il ralentit d'ailleurs de plus en plus au cours du test de marche. Le demi-tour, on va le voir, est extrêmement décomposé, très décomposé, 6 pas. Et il repart sur une cinétique qui, encore une fois, va se ralentir. Donc, finalement, ce patient, de par l'anamnèse et par l'examen de la marche, peut faire évoquer beaucoup de diagnostics. L'hydrocéphalie en fait partie, mais il y a une composante rachidienne, métabolique et cardiovasculaire. Les points communs de ces patients, ils ont tous un terrain vasculaire, ils sont âgés, vous l'avez bien remarqué, à peu près 80 ans d'âge moyen, et ils ont une altération de la marche et de l'équilibre. C'est parce qu'on leur a fait une IRM qu'on a évoqué l'hydrocéphalie. Tiens, ça pourrait être ça. Si vous évoquez une hydrocéphalie, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? En tout cas, que faites-vous à Amiens? Comment faites-vous pour relever le défi de l'hydrocéphalie chez ces 3 patients qui ont une clinique un peu atypique? Et quels sont les outils que vous utilisez? Alors, ce qu'on réalise à Amiens, c'est que déjà, il y a le point d'entrée. On reviendra sur la question de l'adressage un peu plus tard. Le point d'entrée et la consultation, qu'elle soit en neurochirurgie ou en gériatrie, parce que finalement, on communique. Et si on a besoin de la compétence de l'autre, on arrive à être assez réactif pour voir le patient assez rapidement. Donc, à l'issue de la consultation neurochirurgicale ou gériatrique, déjà, on a une orientation. Si le patient n'a pas de trouble de la marche, ou encore plus, pas de symptomatologie, bien entendu, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans le cadre des analyses, surtout si on s'oriente surtout sur une pathologie neurodégénérative, si les troubles cognitifs sont largement dominants. Si on a une orientation vers une hydrocéphalie chronique, il va rentrer dans le parcours de soins hydrocéphalie, en sachant qu'encore une fois, ça va être dominé par notre analyse sur les troubles de la marche et de l'équilibre.
On débute par faire une IRM morphologique. On reviendra sur les critères morphologiques de l'hydrocéphalie. On rajoute également des séquences par contraste de phase, l'IRM de flux, qui pour nous a un intérêt certain, de manière très locale, pas très diffusé d'un point de vue démocratisé, d'un point de vue plus général. Et également, le même jour, on va faire une consultation avec les infirmières du service. Parce qu'il va aller très probablement, même certainement, puisqu'il a déjà eu la consultation, vers une hospitalisation de jour avec des tests invasifs. Donc la consultation, elle va permettre de revoir d'un point de vue plus global la qualité de vie du patient, quelles sont ses conditions sociales, son état nutritionnel, et également mieux connaître le patient pour pouvoir appliquer une technique d'hypnose pendant les tests invasifs. Et ça se fait le jour de l'hospitalisation de jour. On fait un test d'infusion qui est finalement une ponction lombaire plus longue, avec mesure de la pression intracrânienne en décubitus latéral pendant plusieurs minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. On commence par mesurer une pression de base. On recueille quelques gouttes de LCS pour l'analyse des biomarqueurs, puis on injecte du sérum physiologique jusqu'à l'obtention d'une pression de plateau qui nous permet de calculer tous les paramètres que l'on connaît dans le cadre des tests d'infusion, notamment la résistance à l'écoulement du LCS. Une fois qu'on a recueilli toutes les analyses que l'on désirait, qu'on nécessite dans sa prise en charge, on va pouvoir réaliser la fameuse ponction lombaire déplétive. La ponction lombaire déplétive, j'ai oublié également de préciser que avant tout ça, on aura fait des tests de marche, d'équilibre, un MMS et un questionnaire également sur les troubles du comportement sphinctérien. 3 heures après la ponction lombaire, on va refaire ces mêmes tests pour voir si on a une différence objective. Et souvent, on est déçu parce qu'on n'a pas d'amélioration. Mais on sait que l'amélioration peut être décalée dans le temps. On ne va pas garder les patients pendant plusieurs jours en hospitalisation. C'est une hospitalisation de jour. Ils rentrent à la maison avec un questionnaire d'auto-évaluation sur son amélioration pendant une semaine. Et ça, c'est très bien décrit dans la littérature. La quantification par le patient de l'auto-évaluation de manière subjective sur son amélioration, eh ben, c'est aussi bon que toutes les analyses quantitatives que l'on peut faire, nous. Et on se revoit pour débriefer, en expliquant au patient tous les éléments que l'on a observés au cours de sa prise en charge pour faire une annonce diagnostique et établir une décision thérapeutique. Et ça, c'est une consultation qui dure un petit peu de temps, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il faut être le plus pédagogique possible. Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées quand vous avez mis en route ce circuit pour les patients et cette structuration de la prise en charge de l'hydrocéphalie? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Et ceux qui, parmi vous, ont envie de monter un centre de ce type-là, quels conseils vous leur donneriez? Alors, la première problématique, ça peut être l'adhésion des patients, et des patients âgés et des soignants. Alors, pour les patients âgés, l'adage « je tombe parce que je suis vieux », voilà, c'est vécu comme une normalité. J'ai des troubles cognitifs, je perds la mémoire parce que je suis vieux, c'est vécu aussi comme une normalité. Alors que, très honnêtement, on verra avec le vieillissement physiologique, la normalité de ces troubles-là n'est pas efficiente. Alors, il y a un concept, c'est le concept de syndrome de fragilité. Et parce que nous, quand on voit des patients, notamment en gériatrie, on va dire qu'ils ont déjà tombé plusieurs fois, ils ont chuté à plusieurs reprises. Et donc, c'est des chuteurs à répétition et c'est déjà un pronostic plutôt difficile pour la suite, en termes d'autonomie. Donc, le syndrome de fragilité, en fait, c'est quelque chose qui peut paraître bénin, mais c'est quelque chose qui est important pour les gens qui, arrivés au 3e âge, c'est simple, il y a plusieurs facteurs, c'est les critères de Fried. Donc le premier, en fait, on a l'impression que ces critères, ils ont été faits pour l'hydrocéphalie. Le premier, c'est diminution de la vitesse de marche. Donc diminution de la vitesse de marche est un critère de fragilité, c'est-à-dire inférieur à 1 mètre par seconde. Le deuxième, c'est, sachant qu'en dessous de 0,6 mètres par seconde, vous êtes vraiment pathologique au niveau de la marche. Le deuxième, c'est la perte de poids. Pourquoi on perd du poids? C'est 5 kilos sur un an. Pourquoi on perd du poids? Parce qu'on perd du muscle. Alors, habituellement, on va dire, voilà, oula, je perds du poids,
faut peut-être que je recherche quelque chose d'autre, voilà, mais là, c'est vraiment de la perte de poids musculaire. Après les autres, c'est l'asthénie, qui peut être corrélée avec la diminution de la vitesse de marche, qui entraîne la sarcopénie, qui entraîne donc une diminution de l'activité physique, donc un isolement, je fais moins d'activité, etc., etc. Après les autres sont plus sur le nombre de calories ingérées sur la fragilité. Et donc tout ça permet en fait de dépister, et on est bon en diagnostic peut-être, pas qu'à Amiens, mais voilà, mais de façon générale. Mais en dépistage, je pense que cette population qui n'a pas encore chuté, mais qui a des petits troubles de la marche, il ne faut pas que ça soit vécu comme une normalité. Et au niveau des soignants, on peut dire, et ça on le voit souvent, que ce soit à l'hôpital ou même en ville, bon, on ne va pas l'embêter avec ça. On parle du cerveau, on parle de choses qui peuvent le perturber, donc on ne va surtout pas l'embêter avec cela. Ensuite, il y a l'errance diagnostique et diagnostic méconnu. D'une part, les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes, quand vous avez une population âgée, on va dire polypathologique, souvent ils seront vus par différents spécialistes. Il y a une société un peu de consommation de médicaments, donc chaque spécialiste va mettre sa molécule, lui doit faire la synthèse, et donc le contexte polypathologique lui fait « oh ben non, c'est pas forcément penser en premier lieu à ces troubles d'hydrocéphalie ». Le radiologue, alors pourquoi le radiologue? Alors, donc moi je travaille beaucoup aux urgences, donc le radiologue, donc aux urgences il y a beaucoup d'examens qui sont faits radiologiques. Alors le plus, non, ça c'est plutôt personnel, celui qui est le plus réalisé c'est la fameuse radio pulmonaire avec, associée à une bandelette urinaire positive, et en gériatrie on appelle ça la pneumonéphrite, quand on ne sait pas ce que le patient a, voilà, mais ça, bon, voilà. Et il y a aussi un examen qui est quand même souvent fait dans un contexte de chute, contexte de syndrome confusionnel dans cette population âgée, c'est quand même le scanner cérébral. Et donc, il y a quand même des difficultés de voir en fait entre la fameuse atrophie cortico-sous-corticale ou dilatation ventriculaire ou leucopathie vasculaire, alors que ça peut être un moyen de dépistage déjà. Et les conclusions qu'on peut avoir, c'est souvent atrophie cortico-sous-corticale avec dilatation réactionnelle, due à l'atrophie, ce qui n'est pas forcément... Voilà. Donc là, il y a une méconnaissance de ça. Et puis pour les patients, en fait, il faut les dépister, les éduquer, c'est parce que souvent le trouble de la marche, en fait, il est souvent perçu lorsqu'on chute. Alors que le chuteur à répétition, vous avez besoin que de 2 chutes sur une année pour dire « je suis chuteur à répétition ». Et ça, c'est... voilà, et c'est... voilà, je suis tombé. Qu'un enfant tombe, c'est normal, il faut qu'il apprenne, mais qu'un personne âgée tombe, c'est pas bon parce que les conséquences peuvent être très importantes. Et donc nous, c'est la prise en charge multidisciplinaire qui est nécessaire via notre filière diagnostique, thérapeutique, et surtout le suivi avec aussi la nécessité de communiquer, que ce soit les médecins de ville, les autres spécialités, et au niveau du grand public, notamment pour les personnes âgées qui deviennent fragiles, et on aurait tous tendance à dire oui, tu es âgé, mais je vais t'aider à faire ça, il fait ses impôts tous les ans, mais je vais t'aider à les faire. Et sachant que, quelque part, si on l'aide, c'est que peut-être qu'il est plus capable de le faire. Et donc ça doit être des choses qui sont, et on a tous tendance, moi le premier, à vouloir surprotéger nos aînés. Et donc en fait, on a quand même une errance diagnostique. Un vieux qui tombe, c'est normal. Et quand on parle sur le contexte vraiment neurologique, c'est difficile de savoir quelle est la part d'hydrocéphalie, de neurodégénérescence, de leucopathie vasculaire ou de syndrome extrapyramidal. Et vous voyez, un vieux qui a, par exemple, une marche d'hydrocéphale, mais vous lui rajoutez une arthrose du genou, il va plutôt marcher comme quelqu'un avec un fauchage. Donc on va dire, c'est peut-être plutôt vasculaire ça. Donc vous voyez, la triade c'est toujours un peu compliqué pour faire la différence. Et puis est-ce qu'il y en a un qui commence avant les autres? Est-ce qu'il y en a un qui peut impliquer une autre pathologie? Tout ça, c'est des inconnus. Alors la triade de Hakim et le vieillissement physiologique, donc vous avez le vieillissement physiologique. Le vieillissement physiologique normal, c'est un état qui va vous tendre en fait à un seuil, vous rapprocher d'un seuil d'insuffisance, mais qui ne va pas le dépasser. Et quand on parle après, vous avez donc on ne va pas dire altération, mais vous avez une perte de fonction des organes de façon physiologique. Mais on ne rentre pas dans l'insuffisance. Donc dans l'insuffisance, vous êtes vraiment là à dire,
voilà, il y a une pathologie et ce n'est pas dû à l'âge. Donc trouble de la marche, chute, il y a peut-être une pathologie sous-jacente. Déclin cognitif, c'est pareil, c'est qu'il y a une pathologie sous-jacente. Et tout ça fait que pour la triade de Hakim, vous avez les problèmes urinaires. Est-ce que chez les personnes âgées, que ce soit femmes, si elles ont accouché, elles ont eu beaucoup de grossesses, on peut avoir des incontinences. L'homme avec sa fameuse prostate peut entraîner des troubles urinaires. Donc tout ça fait que on a des difficultés pour dire, bah oui, on pourrait en voir plein en consultation et dire, ah, ils ont la triade d'Hakim. Donc tout ça, c'est la difficulté, mais surtout dire, le vieillissement physiologique, l'âge ne va pas donner la pathologie. Donc finalement, on a pas mal de problèmes dans cette situation. Alors voilà comment on a mis en œuvre les moyens pour corriger ces problèmes. D'ailleurs, d'abord, il y a l'adhésion des patients, comme l'a expliqué Julien, et donc on a un devoir, je pense, pour pouvoir recueillir cette adhésion auprès des patients, d'avoir une consultation qui est la plus pédagogique possible. Il faut savoir leur expliquer que ça peut être une hydrocéphalie, ça peut être également une pathologie neurodégénérative, mais ça peut être une hydrocéphalie. Et on a une solution. Leur expliquer tout ça, pourquoi pas leur donner un livret également expliquant l'ensemble pour qu'ils puissent reprendre avec leur famille, leur médecin traitant, etc. Il faut savoir également évoquer le diagnostic au cours, pourquoi pas, de formation continue. Alors c'est un petit peu ce qu'on a fait au cours de rencontres avec d'autres spécialistes, mais également neurochirurgiens, au cours de PU, au cours de journées dédiées également autour de la pathologie. Et également la communication au quotidien qui se passe de temps en temps par mail, parfois par téléphone, mais aussi et surtout par le compte-rendu de consultation, en essayant d'être le plus complet possible et, encore une fois, un courrier qui se voudrait éducatif. Pour revenir aussi sur l'adhésion des patients et les consultations, vous avez quand même deux différences entre les patients qui vont directement en consultation de neurochirurgie, où il y a déjà le pas de fait de dire, voilà, il y a peut-être cette pathologie-là. Nous, en gériatrie, ça peut être plus compliqué, plus complexe. Ça va être en Picard, ils vont dire, oh, j'arrête pas de m'enchever, ça va moins bien, ça doit être Alzheimer, ça. Et donc, en fait, du coup, on part de là pour leur dire, mais vous avez d'autres possibilités de diagnostic, avec possiblement une prise en charge qui pourrait améliorer ou maintenir votre degré d'autonomie. Ensuite, sur les idées reçues, donc, bon, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment sur il marche mal, tombe, a des troubles sensoriels parce qu'il est vieux. Donc tout ça, il faut supprimer des pensées communes qui sont erronées. Et donc ça, c'est vraiment un travail à faire, même parmi les soignants, parmi nos collègues, de dire, voilà, enfin, une personne âgée, heureusement qu'il fait plus de problèmes somatiques qu'une personne jeune. Mais ce n'est pas dû qu'uniquement à l'âge. Donc c'est vraiment structuré dans le parcours de soins, parce que l'inquiétude sur la prise en charge du sujet âgé, souvent en fait c'est des gens qui sont polymédiqués. Et on sait très bien, par exemple, la première patiente, Simone, elle avait une bi-anti-agrégation. Mais si vous rajoutez aussi une anticoagulation, tout le monde va dire, oh là là, attention, faut voir. Et puis plusieurs thérapeutiques, s'il y a une opération, s'il y a une prise en charge, est-ce que il va y avoir des conséquences sur la cognition, sur le syndrome confusionnel. Voilà, on a tous peur quand on a des personnes âgées, des hébergements de gériatrie dans un service, on dit, oula, mince. Et puis finalement, ben, voilà, il faut arriver, donc structurer vraiment le parcours de soins. Et donc, l'errance diagnostique et l'HPMI, donc en fait, c'est créer un réflexe, même pour les personnes âgées, fragiles, c'est dire, et si ça était une HPMI? Et c'est ça qu'on met en place sur Amiens. Et donc, ça double le fait que c'est important de connaître les signes radiologiques sans rentrer dans l'hydrohémodynamie du flux, mais au moins connaître les critères morphologiques qui sont déjà un bon critère de diagnostic ou de suspicion de. Je rebondis là-dessus. Pour venir sur des choses un peu plus concrètes, quels sont les outils diagnostiques que vous utilisez, principaux pour avancer dans le diagnostic d'hydrocéphalie, puis quelles sont leurs forces, leurs faiblesses? Thierry.
Des choses qu'on connaît déjà un petit peu plus. Alors là, on a une IRM, un cerveau et des ventricules dilatés. On entre dans notre vif du sujet avec donc une dilatation ventriculaire. Pour l'analyse morphologique, effectivement, si on prend tous les patients âgés, on peut avoir beaucoup de dilatation ventriculaire. L'avantage de ce score, le score DESH, qui a été essentiellement élaboré par les Japonais sur la dernière décennie, il est composé de 5 items. En fonction de l'importance de chacun de ces items, ça va coter 0, 1, 2, ce qui donnera au total un score sur 10. La ventriculomégalie, un moyen simple, efficace, qu'on fait tous, rapidement, c'est la mesure de l'index d'Evans, qui est un bon reflet du volume ventriculaire, et donc qui est un critère important, puisque pour parler d'hydrocéphalie, on parle de dilatation ventriculaire. Un autre critère est celui qui est un peu moins connu, c'est la dilatation des fissures sylviennes. Effectivement, souvent quand il y avait une dilatation des vallées sylviennes, une dilatation des gyrus, en général, on se disait, des sillons, en général, on se disait, mais c'est plutôt de l'atrophie. Et finalement, ce qu'on appelait de l'atrophie avant, de plus en plus, en fonction de là où elle est située, cette atrophie entre guillemets, on pourra plutôt parler d'hydrocéphalie chronique. Lorsque les vallées sylviennes sont dilatées, on est plutôt dans le cadre d'une hydrocéphalie chronique, surtout si c'est associé à une dilatation de manière focale de certains sillons, avec une convexité haute au niveau du vertex qui va être serrée. Une disparition des sillons à ce niveau. Un des arguments les plus forts dans le score DESH, ça va être l'angle du corps calleux. Lorsqu'il est aigu, c'est très en faveur d'une hydrocéphalie chronique. Lorsque ce score est supérieur à 7, on parle de facteurs prédictifs, enfin d'un score prédictif d'un patient qui pourrait être amélioré après une dérivation ventriculaire, avec une très bonne valeur prédictive positive, mais une valeur prédictive négative qui est très faible. Donc si on se fie qu'à ça, on a de fortes chances de pouvoir améliorer le patient, mais finalement de fortes chances aussi, si le score est faible, d'exclure le patient à tort. Et donc il ne faut pas oublier les basiques. Les basiques, c'est la ponction lombaire soustractive avec un recueil de 40 à 50 millilitres. Maintenant, pour la prédiction, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut savoir d'abord définir ce qu'est l'amélioration. Nous, on utilise un score qui est le score européen, la NPH Grading Scale. Et il y a une forte valeur prédictive positive qui est supérieure à 90%, mais encore une fois, la valeur prédictive négative qui est faible. Donc seule la ponction lombaire ne sert à rien. Le test d'infusion, on le réalise en même temps que la ponction lombaire, parce que tout ça est complémentaire, extrêmement complémentaire, et on ne peut pas prendre une décision diagnostique l'un sans l'autre, sauf si on est dans le positif, bien sûr. Le test d'infusion, ça va être surtout le marqueur de la résistance à l'écoulement du LCS, qui, lorsqu'il est élevé, a une très bonne valeur prédictive positive, mais encore une fois, on est déçu par la valeur prédictive négative. On n'est pas assez discriminant, finalement. Donc, tous ces éléments sont complémentaires et on réalise tout ça pour essayer de prendre une décision la plus personnalisée possible pour le patient. Si je résume bien, les 3 éléments qui permettent d'avancer dans le diagnostic à Amiens, c'est bien sûr la clinique en premier lieu, les critères d'imagerie que tu nous as définis avec cet aspect de bloc suprasylvien, et puis ce qu'on peut appeler hydrodynamique un peu pompeusement, c'est-à-dire la ponction lombaire, plus l'information complémentaire que peut apporter le test d'infusion. Alors, en utilisant tout ça, quels sont vos résultats? Alors, on a commencé à recueillir vraiment l'activité depuis 2016 et sur l'histogramme jaune, celui de gauche, on peut voir qu'il y a une croissance du nombre de ponctions. Bon, c'est bien de mettre plus de valves, ça fait plaisir à beaucoup, mais il ne faut pas oublier la qualité et surtout, est-ce qu'on est toujours aussi bon sur l'amélioration. Et finalement, on peut regarder à droite sur notre analyse qui a été faite plusieurs mois après la chirurgie. On voit que
on est autour de 85 à 90% en moyenne d'amélioration. Alors ce qu'on appelle amélioration, on est assez restrictif, c'est plus de 10 points sur l'échelle INPH dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. Habituellement, on parle plutôt d'une amélioration de plus 5. Nous, on s'est mis sur un plus 10. Il faut noter tout de même, c'est qu'on n'a pas pris en compte la cognition, mais ça c'est plus d'un point de vue géographique et des difficultés à avoir d'un bilan neuropsychologique. Ensuite, pour l'amélioration, elle est essentiellement liée à la marche. Elle est essentiellement liée à la marche. Donc là, on a l'item de l'INPH spécifique de la marche avec l'amélioration normalisée par rapport à l'amélioration de base. Et la plupart des patients se sont améliorés de 20 à 30% par rapport à leur score initial. Il n'est pas négligé également, c'est qu'un quart des patients ont eu une amélioration plus modeste, entre plus 10 et 20%, et d'autres entre 30 et 40%. Très peu finalement ont une amélioration subtotale. Concernant l'équilibre maintenant, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre, on peut avoir des troubles de la marche et des troubles de l'équilibre, mais qui sont différents. Et bien on a des résultats différents, peu différents, mais quand même un peu, avec toujours une amélioration normalisée sur l'équilibre autour de 35%, donc plutôt modérée, très peu d'amélioration subtotale, et encore une fois, près de un quart des patients avec une amélioration de entre 10 et 20% et 30 et 40%. Ça c'est bien, c'est du quantitatif pour les publications, pour se comparer, pour comparer les patients les uns avec les autres. Mais ce qui est important également, c'est le service rendu aux patients. Et donc systématiquement, à 3 mois de la chirurgie, c'est peut-être un peu précoce, je vous le concède, on demande aux patients également comment il va, tout simplement, et comment il se sent par rapport à avant la chirurgie. Et là, on voit que l'amélioration, dans la très grande majorité des cas, il la qualifie lui-même comme étant importante, discrète, très peu de manière complète, et heureusement, pas du tout. Donc on a opéré les patients, ils vont mieux, et comment on les suit après? Quelle est votre stratégie? Alors c'est encore une fois un binôme qui les suit, parce qu'on est dans une population gériatrique, et moi, neurochirurgien, je ne me sens pas qualifié ni avoir suffisamment de temps pour extrapoler vers une bonne analyse gériatrique. Alors on fait ça ensemble, presque, mais de manière séparée quand même. D'abord, le suivi neurochirurgical. Pourquoi? C'est parce que ces patients, il faut déjà dans un premier temps détecter les complications de notre chirurgie, éventuellement, mais également, plus tard, un suivi qui va être axé sur le dépistage d'une éventuelle dégradation, ou alors d'un bénéfice rendu qui n'est pas suffisant pour pouvoir ajuster, par exemple, la pression d'ouverture de la valve, mais également pour pouvoir le dépister rapidement, cette nouvelle dégradation, pour être réactif. Parce que le facteur temps, il est extrêmement important dans l'hydrocéphalie. Il faut être réactif, parce que sinon, ce qui est perdu chez ces patients-là peut être très difficile à récupérer. Alors, comment on fait? La première année, un suivi à 3 mois, 6 mois, 1 an, et après un suivi annuel, qui petit à petit peut s'étendre un petit peu, mais on reste très suivi annuel. Avec des consultations qui finalement sont assez courtes, on refait un test de marche. Dans l'idéal, on les filme pour pouvoir comparer la qualité de la marche en plus des paramètres qu'on mesure. Et rapidement, tout de même, une approche globale, parce qu'il faut regarder le patient autour de sa valve. Et du coup, nous, pourquoi on a ce suivi gériatrique? Donc c'est vraiment en complément. Et donc, pourquoi anticiper la baisse de l'effet de la dérivation? Je dirais plutôt optimiser l'effet de la dérivation. Et donc, c'est justement chercher, avoir une démarche de rééducation, une démarche de prise en charge des problèmes de iatrogénie, adapter vraiment une démarche globale et de détecter d'autres problématiques quand la valve est fonctionnelle. Et donc, comment nous, on procède? Donc déjà, nous, ces patients, souvent, ce sont quand même des patients qui ont été shooters, donc ils sont directement intégrés aussi dans un réseau qu'on appelle réseau Prémob. Et en fait, c'est au sein d'un hôpital de jour qu'on fait de façon annuelle, où ils sont vus par plusieurs personnes, notamment que ce soit les podologues, les ergothérapeutes, les kinés. Et c'est là où on réalise aussi on commence à réaliser les tests neuropsy. Et
ça, on n'a pas encore les résultats sur voir un peu l'évolution. Et ce réseau Prémob aussi, ça permet aussi à l'infirmière de l'hôpital de jour d'appeler les patients tous les 3 mois pour voir s'il y a une chute. Ça permet de réévaluer assez rapidement. Ils sont revus en consultation chute tous les 3 à 6 mois. Et là, on utilise aussi maintenant les capteurs de marche pour l'évolution de la marche et aussi la réadaptation des thérapeutiques. Et surtout, on insiste aussi sur le fait qu'une personne âgée, parce qu'on parlait des idées reçues tout à l'heure, mais les idées reçues, c'est un vieux, il est tombé, il a eu ça, il a une opération, mais il faut qu'il se repose. Là, il est en maison de repos, en maison de convalescence. J'aime pas du tout ces termes, c'est on va en réadaptation, en rééducation. Et il faut qu'une personne âgée ne doit pas se reposer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message. Et donc là, il y a la dérivation, mais pas que. Alors, il y a la composante de la peur de chuter avec des échelles. Alors, c'est très subjectif, hein, la peur de chuter, parce qu'on a des échelles actuellement qui sont pas forcément adaptées. Nous, on essaye d'en créer d'autres, parce que c'est vraiment... on pose la question, bah, est-ce que vous avez peur dans les escaliers? Ah, mais j'ai pas d'escalier chez moi. Bon, mince. Donc c'est vraiment des items où voilà, quand vous faites votre toilette, ah mais c'est ma femme qui m'aide, bon, hein, mince. Donc voilà, donc c'est vraiment très subjectif et du coup ça évalue pas forcément cette peur de chuter qui est importante, qui est inconsciente, qui est le syndrome post-chute, qui entraîne d'autres chutes. Et même si la dérivation, la valve est fonctionnelle et améliore, le risque de chute sur la peur de chuter peut revenir dans ce cercle vicieux et du coup estomper l'effet attendu. L'environnement, donc nous on a une équipe extra-hospitalière qui va chez les personnes âgées pour essayer d'aménager, que ce soit de l'éclairage, enfin voilà, par une équipe d'ergothérapeutes, le chaussage, donc c'est pédicure, podologue, c'est très important. On a des gens qui ont toujours eu des habitudes de chaussage qui sont délétères qui peuvent accentuer d'ailleurs des troubles de la marche. On a des centres de rééducation et ça, ce serait bien que après la dérivation, on pourrait avoir une filière, ça on essaye de voir si c'est possible, de centres de rééducation pour justement permettre une meilleure force musculaire. Et puis il faut que la personne aussi, comme il s'améliore sur la marche, il faut qu'il se réapproprie son environnement. On a, maintenant ça se fait aussi, on peut par nous-mêmes, médecins, penser aux prescriptions d'activités physiques adaptées, qui sont très bien pour ces personnes-là. Pourquoi on évalue aussi les aides techniques? Ça peut paraître bénin, mais l'aide technique inadaptée, c'est 30% de risque de chute en plus qu'une personne qui n'en a pas. Donc souvent on dit, voilà, prendre une canne et puis circuler, il n'y a rien à voir. Mais finalement, non, c'est pas la chose. Donc tout ça doit être adapté par des professionnels. Donc bien sûr, nous, on n'a pas de tabou de l'âge sur la prise en charge chirurgicale. C'est vraiment un message. Et du coup, pour être efficient, donc on a une multidisciplinarité qui ne s'arrête pas au côté médical. Avant de conclure, on va juste retourner voir nos 3 petits patients du début et comprendre quel diagnostic on a retenu et ce qui a été fait pour eux. On commence par Simone. Alors Simone, donc le diagnostic qui a été retenu, c'est une HPNI dans un contexte vasculaire, donc elle avait un score de DESH à 6, associé quand même à une participation vasculaire, quand même une leucopathie vasculaire phasée classe 3, un syndrome lacunaire avec notamment quelques lacunes au niveau cérébelleux. La résistance à l'écoulement du LCS était positive à 12, et on avait quand même une amélioration de 13% sur le score INPH après la déplétion. Et donc, HPNI dans un contexte vasculaire. Donc la prise en charge, la dame a été très demandeuse d'une pose de valve. Donc après, on a adapté les thérapeutiques et le suivi a permis aussi, dans le diagnostic de son syndrome lacunaire, de découvrir une arythmie qui a nécessité une anticoagulation. Et vous voyez, anticoagulation et valve ne sont pas forcément contre-indiqués. Et le suivi, en fait, à 1 an maintenant, c'est pas de récidive de chute. Il y a forcément toujours ces troubles de l'équilibre dus à son syndrome cérébelleux qu'on a pu voir sur la marche, mais on a une amélioration de la sarcopénie et surtout une patiente qui a repris des activités extérieures et du coup une interaction sociale. Plutôt un résultat positif. On peut revenir sur Jean, 80 ans, donc lui aussi il a eu une IRM qui montrait un aspect très en faveur d'une hydrocéphalie avec un DESH score à 8.
C'est ce monsieur qui avait un freezing assez important. Je lui ai quand même fait une 4e ponction lombaire évacuatrice qui n'a rien apporté, comme les 3 premières des neurologues. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, et c'est l'intérêt de ces explorations, et en particulier de rajouter un test d'infusion, qui n'est pas parfait, mais qui n'a pas les mêmes imperfections que l'imagerie ou la ponction lombaire. Et en faisant un test de perfusion, on avait un profil hautement pathologique, avec une pression qui augmente très haut, une résistance à l'écoulement à 40. Donc sur ces arguments, on est allé à la chirurgie, en mettant en place une dérivation ventriculo-atriale sous anesthésie locale, sédation et ambulatoire. Ce qui lui a permis une nette amélioration. La courbe que vous voyez en haut, c'est la courbe du score INPH, donc 100 c'est un score normal pour un sujet âgé, était à 60 au diagnostic. Avec l'intervention, on est arrivé à 80, avec un réglage, on est remonté jusqu'à 100, et 4 ans après, on est un petit peu redescendu jusqu'à 90. Donc un retour à l'état normal et un ressenti sur sa vie quotidienne qui est une transformation avec la possibilité de retourner faire les activités qui l'intéressaient avant et de ne pas ressentir de limitation. Accessoirement, des petites images en dessous sur le pré-op avec l'angle calleux fermé qui s'ouvre en post-op, une diminution de la taille ventriculaire et une réapparition des sillons de la convexité postérieure. Claude, maintenant. Alors, Claude, c'était le patient lombalgique, anxio-dépressif, qui finalement, sur le bilan qu'on a réalisé, je vais repasser sur l'évaluation radiologique qui a été décrite, une résistance à l'écoulement du LCS qui était élevée et qui a été améliorée par la dérivation. Mais ce patient lombalgique, 1 an plus tard, à la consultation, il revient en marchant moins bien encore une fois. Il a du mal à bien décrire maintenant, parce que il a du mal à faire la part des choses. Et à l'interrogatoire, on arrive quand même à retrouver une claudication à ces troubles de la marche, une claudication qui est plutôt d'origine radiculaire. Mais il a mal au dos, et ça masque beaucoup de choses souvent. Et donc on lui a fait une IRM lombaire qui, comme vous le voyez, retrouve sur cette coupe axiale un canal lombaire franchement étroit. Il reste juste un petit peu de graisse épidurale sur la ligne médiane. Et sur la coupe sagittale, on voit que ce canal lombaire étroit est en L3, L4 et L4, L5. Donc je l'ai traité chirurgicalement d'une décompression radiculaire par une laminectomie simple, sans arthrodèse, avec, encore une fois, une amélioration par la suite du fait de cette chirurgie. Donc là, on voit son évolution au niveau de la marche, avec le petit rappel sur la vidéo de gauche, comment marchait-il avant et comment il marche après. Il ne tient plus la rampe, ça c'est déjà un bon signe, le signe de la rampe. Et bien entendu, il va plus vite, il va avec une cinétique qui est améliorée, augmentée, une longueur du pas qui est augmentée, et également aujourd'hui il se sent beaucoup plus serein, et les conflits conjugaux se sont estompés. Et ça, il y en a beaucoup dans l'hydrocéphalie. Alors à 4 ans, par contre, il s'est un petit peu redégradé, mais pas tout à fait sur le même mode, avec une asthénie et des troubles urinaires. Et finalement, on lui a demandé une polysomnographie qui retrouvait un syndrome d'apnée du sommeil qui a été appareillé, et ça lui a rendu un grand service. Donc bien entendu, dans cette population, il faut savoir penser aussi au syndrome d'apnée du sommeil, mais il faut être bien entouré pour ça. Je vais conclure. J'espère qu'on a réussi à vous montrer que c'est une pathologie qui vaut le coup d'être dépistée. C'est une pathologie très fréquente, 6% des plus de 80 ans. La présentation clinique, elle peut être un peu hétérogène. Hétérogène parce qu'il y a des pathologies associées. Il faut y croire, il faut la rechercher, il faut informer, former et discuter avec les autres professionnels de santé autour de vous dans votre région. Il faut les prendre en charge rapidement. L'intérêt d'avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est qu'il y a plein de problèmes que vous ne réglerez pas vous. Comme neurochirurgien, on n'est pas les plus adaptés pour régler le problème de syndrome d'apnée du sommeil, etc. Donc c'est important d'avoir d'emblée une équipe qui est capable de prendre en charge ces autres pathologies qui entourent l'hydrocéphalie à pression normale et qui posent problème pour les patients. Je crois que c'est important d'avoir un suivi prolongé, comme on a pu le voir, avec la réponse. Quand vous opérez quelqu'un qui a plus de 80 ans, dans les 10 ans qui viennent, il est fort probable qu'il aille moins bien.
Donc il faut que vous soyez capable de dire est-ce qu'il y a un problème d'hydrocéphalie ou est-ce qu'il y a un autre problème, et d'avoir un professionnel qui s'occupe de cet autre problème pour maintenir l'autonomie. Merci de votre attention, merci d'avoir partagé votre expérience, Cyril et Julien, et puis on reste ouvert à vos questions. Merci pour votre très beau topo. Deux remarques. Je suis tout à fait convaincu de l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire, alors soit avec les gériatres, soit avec les neurologues. Nous, à Lille, on a même un être hybride qui est un neurogériatre. Donc voilà, ça rend beaucoup service. À 80 ans, l'espérance de vie, elle est encore de 9 ans pour les hommes ou pour les femmes. Et ça, c'est important à avoir à l'esprit quand même quand on prend en charge des patients. L'espérance de vie à la naissance, elle est de 83, je crois, pour les hommes, un truc comme ça. Mais ceux qui arrivent à 80 ans, ils ont une espérance de vie significative, et effectivement, ça vaut le coup. Ce qui est très difficile, c'est les diagnostics quand les patients se dégradent. Est-ce que c'est lié à un dysfonctionnement de valve ou pas? C'est vraiment pas facile. Des fois, le réglage de la valve, ça peut améliorer les choses, mais dans ma petite expérience, c'est pas très fréquent. Qu'est-ce que vous avez un peu comme critère pour essayer de savoir s'il y a un dysfonctionnement de valve ou si c'est d'autres pathologies vasculaires, etc., qui prennent le dessus en fait sur le tableau clinique? Alors, déjà pour répondre par rapport à la question du dysfonctionnement de valve, donc moi aussi je tente toujours de régler la valve, de diminuer la pression d'ouverture, mais on va assez vite finalement de nouveau à tester la valve avec un test d'infusion. L'avantage d'avoir fait le test d'infusion également initialement, c'est qu'on connaît la physiologie initiale du patient, la physiologie en termes barométriques. Et il y a un certain nombre de choses qui vont disparaître, et on le sait de par la littérature, et ça permet donc de voir si cette pathophysiologie qui était présente initialement est de nouveau présente au moment de la suspicion de dysfonctionnement de valve, ou alors la résistance à l'écoulement du LCS a diminué, etc. Et ça permet également de tester la valve et d'avoir une idée du site d'obstruction, si elle est obstruée. Ensuite, par rapport à l'ajustement de la pression d'ouverture, donc nous, dans notre expérience, au contraire, on a plus de patients qui s'améliorent après la diminution d'ouverture, de la pression d'ouverture, que de réelles obstructions. Après, il faut savoir également, c'est que ces patients avec des troubles de la marche, c'est toujours plurimodal, et c'est vrai que c'est là que la prise en charge gériatrique, elle a toute sa place. Oui, en gros, c'est... merci Cyril pour dire la valve fonctionne bien. Bon, vas-y, débrouille-toi maintenant, c'est pas tout à fait ça. Et donc c'est pour ça que nous, on les revoit assez fréquemment, parce qu'on fait les diagnostics, parce qu'on fait aussi, on parlait du sommeil, on fait dans mon unité du sommeil aussi. Après, la difficulté entre la partie vasculaire, neurodégénérative et d'hydrocéphalie est toujours complexe, parce que les mécanismes ne sont pas trop connus. Et il y a les difficultés d'ailleurs pour dire est-ce qu'on va mettre... on va aller jusqu'au bout parce qu'on ne sait pas trop laquelle participation est au début. Et ça, on essaye justement que ça soit dans le diagnostic, mais dans le suivi, de gérer les trois en même temps. Moi, j'ai deux questions pour un non-spécialiste. La première, je ne connaissais pas les critères d'Esch. Vous ne parlez plus, pour moi, qui est un critère important, des signes de résorption transépandymère, qui pour moi est quelque chose de fort dans l'évaluation d'hydrocéphalie. Donc, où est-ce qu'on en est dans la connaissance? Et la deuxième, si vous avez un patient qui a un tableau typique, est-ce qu'il faut le lancer dans ce parcours? Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il y a des cas où vous mettez directement une dérivation sans ponction lombaire, évacuatrice, et sans HDJ, sans test d'infusion? Alors, je vais déjà répondre à la première question. Moi aussi, j'avais appris que les signes de résorption transépandymère, c'était des bons signes d'hydrocéphalie, et je crois que c'est vrai dans l'hydrocéphalie aiguë ou subaiguë. La dilatation ventriculaire après une hémorragie méningée, il y a des signes de résorption transépandymère, c'est effectivement un signe d'activité, ils disparaissent quand on traite les gens. C'est pas du tout la même chose qu'on voit dans l'hydrocéphalie à pression normale du sujet âgé. C'est des hypersignaux de la substance blanche, mais qui sont plutôt vasculaires, leucoariose. Ils sont moins confluents en regard des cornes frontales, et c'est finalement plutôt des critères de mauvais pronostic. De toute façon, ça ne disparaîtra jamais après la dérivation, mais c'est pas non plus une raison pour exclure les gens du traitement.
Il y a une très belle étude prospective randomisée, double aveugle, qui montre que valver ces patients avec des lésions vasculaires étendues, on apporte quand même un bénéfice. Mais c'est vraiment pas la même image que celle de l'hydrocéphalie subaiguë. La deuxième question, c'était quoi? Ah oui, est-ce qu'un patient qui est tout typique, est-ce qu'on lance quand même en route tout ça? Alors moi j'ai tendance à lancer quand même tout ça, parce que je trouve ça assez bien d'avoir une base assez homogène pour les suivre. Ils ont le même test de marche, ils ont le bilan de neuropsy, ils ont une IRM qui va bien. J'aime bien avoir finalement l'hydrodynamique qui va avec. Mais je peux entendre que c'est peut-être un peu excessif quand tout colle bien, qu'il y a déjà une ponction lombaire qui l'a améliorée. On peut aller directement à la dérivation. Mais il faut une ponction lombaire qui l'améliore avant la dérivation systématique? Moi, oui. On passe toujours par l'état de ponction lombaire. C'est aussi un moyen chez ces gens âgés de prendre conscience. L'intérêt de l'amélioration après ponction lombaire, elle est plus pour le patient que pour le chirurgien. Le patient se rend compte que c'est bien ça le problème parce qu'il ressent ce mieux. Et ensuite, c'est facile de proposer la chirurgie. Opérer le patient parce qu'il a des images qui font, et je vous rappelle qu'ils ont 80-85 ans, ils sont quand même pas, c'est pas le lombalgique qui crie, qui réclame de la chirurgie à corps et à cri. Ils sont plutôt m'opérer, vous n'êtes pas sain, docteur. Donc parfois la ponction lombaire fait partie du processus d'appropriation de la pathologie. Et c'est vrai que la proportion, enfin pour ma part, la proportion de patients que j'opère sans ponction lombaire, c'est assez faible. Ça m'est déjà arrivé, ponction lombaire impossible, ou des patients qui ont déjà eu 4 ponctions lombaires qui les ont améliorées à chaque fois. Je ne refais pas, quoi. Je ne sais pas quelle est votre position. On a à peu près la même pratique. Après, l'avantage de faire aussi l'hospitalisation de jour, et puis je suis pareil, j'aime bien avoir l'analyse hydrodynamique, c'est aussi d'avoir une photo, entre guillemets, du patient au moment où il ne va pas bien. Et ça, c'est important à plusieurs titres, notamment s'il se dégrade par la suite. On peut comparer les choses parce qu'on peut avoir ce phénomène de... le patient revient en disant je marche moins bien, etc. Mais finalement, quand on analyse plus finement, on ne voit pas de grande différence. Et également, ça permet aussi de remontrer aux patients, parce que parfois ils oublient quel était leur état avant la chirurgie, et ça leur permet de montrer également comment ils étaient avant la chirurgie. Et il n'y a pas d'anosognosie, mais ils oublient, vraiment. Bien sûr. Tout à fait d'accord pour l'APL. Peut-être les seuls patients qu'on peut opérer sans PL, c'est ceux qui ont un tableau clinique d'hydrocéphalie chronique de l'adulte et une IRM avec soit une sténose de l'aqueduc, soit un tableau pseudo-obstructif où on a l'ensemble des sillons qui sont raréfiés, un plancher du V3 qui est abaissé, etc., mais n'ont pas d'obstacle visible. Et éventuellement, ceux-là, on peut les opérer d'une ventriculo sans forcément passer par l'APL. Mais pour moi, c'est des tableaux d'hydrocéphalie chronique de l'adulte, mais versant obstructif sur l'imagerie, quoi. Et accessoirement, l'APL, ça permet d'avoir un SR qui est parfaitement clair avant de mettre la valve, etc. Mais par contre, des fois, elle est faite par les neurologues en périphérie, en fait. Et quand ils nous envoient le patient avec le résultat de l'APL, effectivement, on ne la renouvelle pas forcément si tous les signaux sont verts, quoi. Merci pour la présentation. J'ai juste 2 questions. En termes de complications, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'explanter le système de dérivation? 1, 2. Deuxième question, je vois que vous privilégiez plutôt la DVA que la DVP. Il y a une raison particulière ou pas? Merci. Alors, pour la première question, est-ce que ça nous est déjà arrivé d'enlever une valve? Oui. On a tous eu malheureusement des complications infectieuses, et ça c'est une des premières raisons de retrait d'une dérivation ventriculaire. Et cette complication-là, elle n'est pas fréquente, elle n'est vraiment pas fréquente, mais par contre c'est celle que je crains le plus. Parce que finalement, quand les patients ont une méningite, même s'ils évoluent plutôt bien d'un point de vue infectieux, on a retiré la valve. Si elle a été efficace, c'est très difficile pour le patient qui a goûté à cette amélioration de se redégrader. Et dans mon expérience, je ne sais pas quelle est l'expérience de Stéphane là-dessus, mais dans mon expérience, quand on repose une valve en contexte aseptique, plusieurs semaines plus tard, l'amélioration n'est pas la même.
elle n'est pas la même. Et certainement parce que, quand ça nous est arrivé, on n'avait pas encore créé cette filière gériatrique. Et donc, il y a eu ce phénomène de sarcopénie qui s'est accru et les patients ont perdu en mobilité et c'était beaucoup plus difficile de les rattraper. Concernant la seconde question, pourquoi on utilise plutôt la valve atriale ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un virage depuis bientôt 3 ans pour la pratique de la dérivation atriale. Pour une raison d'abord qui était, quand je revoyais les patients avec des valves péritonéales, très régulièrement, ils se plaignaient de douleurs abdominales. Après, il y avait un biais, parce que je leur demandais, parce que ça m'avait alerté, mais il y en avait qui avaient très souvent, près de 1/3 des patients, des douleurs abdominales. Pour certains, il y en a même 2 qui sont allés aux urgences pour ça, et quelques-uns qui ont fait des examens, et ce sont des douleurs qui sont difficiles à traiter et à corriger complètement. En plus, c'est une chirurgie qui, pour ma part, nécessite que le patient reste au moins 2-3 jours en hospitalisation. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Stéphane Goutani et qui m'a invité à venir voir une pose de dérivation atriale sous-locale, en ambulatoire et percutanée. C'est-à-dire que ça, c'est une technique que les anesthésistes connaissent très bien, c'est mettre en place les voies centrales, par exemple, sous guidage échographique, et ça nécessite une incision qui est extrêmement petite. C'est peu risqué. Sur, je sais pas, 80 procédures maintenant, j'ai pas eu de complications. Et c'est franchement moins douloureux, et les suites sont beaucoup plus simples. J'ai pas passé la barrière de l'ambulatoire, ils sortent le lendemain. Mais c'est vrai que c'est tout à fait faisable en ambulatoire, et la preuve est faite déjà de ça. Et s'il n'y a plus de questions, nous allons vous libérer. Bonne fin de congrès, merci de votre attention.